Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est toujours Thomas, et vous êtes toujours plus nombreux d'ailleurs, je vous remercie, vous êtes sur Il était un jeu, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver comme je le disais, pour c'est pas un nouveau format que je vais vous proposer, je vais renommer plutôt le format que je faisais de Je vous en parle, avec quelque chose qui peut-être me ressemble un peu plus, que j'ai nommé tout simplement Quoi de neuf doc, car pour ceux qui le savent peut-être, je travaille dans la santé, dans la vie, je suis médecin, et bien la nuit, je me transforme un peu, non pas en super-héros, mais en joueur de jeux vidéo un petit peu, et depuis quelques années de joueurs de société, comme vous le savez, depuis que 5 ans que cette chaîne aujourd'hui existe. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir avec moi les dernières sensations ludiques que j'ai pu découvrir à la maison. Aujourd'hui, on va découvrir 4 jeux pour être exact. On va partir dans l'univers onirique de Inori, un très bon jeu de placement d'ouvriers assez épuré mais qui est vraiment très sympa. On va partir du côté mystique de Mystria, un jeu exclusivement pour 2 joueurs, un jeu abstrait mais que j'aime beaucoup, vous allez voir pourquoi. On va partir en Antarctique avec Nunatak, un jeu qui je trouve complètement sous-coté, beaucoup de joueurs risquent de passer à côté et pourtant moi il me fait penser à Nidavellir dans ses sensations et Dieu sait que Nidavellir, je l'aime beaucoup. Et on va partir chez Scorpion Masqué avec Festival, un jeu de feu d'artifice avec un style graphique assez particulier mais c'est extrêmement familial et plutôt bon aussi à jouer. Donc une sélection avec de bons jeux, mais pourquoi je les apprécie, qu'est-ce que j'en pense objectivement et qu'est-ce que j'en pense subjectivement, est-ce que j'ai envie d'y rejouer malgré tout, c'est ce qu'on va découvrir avec cette vidéo là. Mais avant d'aller plus loin, je vous laisse peut-être vous abonner, ça n'a pas déjà été fait, lâchez-moi votre meilleur pouce pour encourager vos créateurs de contenu et sachez que l'intégralité des jeux que je vous propose, vous pourrez les découvrir aussi dans un lien d'affiliation. Pour vous c'est pas plus cher, mais pour nous évidemment ça nous donne un tout petit pourcentage, c'est vraiment quelques centimes, donc n'hésitez pas, ça aide vraiment à soutenir les créateurs de contenu. Bon, maintenant je pense que ça c'est fait, moi je suis prêt, j'espère que vous aussi, c'est parti. Je m'hydrate parce que je pense qu'on va quand même parler. Et on commence cette sélection avec Festival, un jeu de Grégory Grard qu'on avait retrouvé chez Ketchup cette fois-ci, avec Château Combo, donc c'est un auteur qui commence à faire parler de lui, illustré par Mélodie Leblond. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu très familial, c'est un jeu qui nous met un petit peu dans la peau d'un créateur de festival, mais surtout de feux d'artifice finalement, et on va essayer de faire le plus beau des feux d'artifice dans différentes régions. Thématiquement, on s'y retrouve un petit peu, mais ça reste un jeu plutôt abstrait. Il y a 4 types de feux d'artifice, 4 types de couleurs aussi. Chacun va commencer avec une couleur en particulier et un style de prédilection de type de feu d'artifice finalement. À notre tour de jeu, on va tout simplement récupérer une des tuiles d'une des 2 colonnes, la tuile du dessus, qui sera à côté des joueurs avec qui on va interagir, à notre gauche et à notre droite. Un peu comme on le retrouvait dans Seven Wonders Architect, où on plaçait, vous vous souvenez, le petit sabot de part et d'autre pour savoir avec qui on allait interagir. Donc je prends cette tuile là et je la pose tout simplement dans ma grille de 3 sur 3, donc de 9 cases potentielles. Le but sera progressivement de tenter de réaliser les objectifs communs qui se présentent à nous, mais une fois que je l'ai constitué, c'est pas comme ça que je vais le valider. Il faudra qu'au préalable, je puisse réserver un petit peu à la Splendor les cartes pour les mettre de côté et peut-être aussi donner un avant-goût de ce que j'essaye de faire aux adversaires. On pourra réserver plusieurs cartes, contrairement à Splendor, on pourra réserver plusieurs cartes de côté et on pourra aussi valider, le but ce sera de valider un certain nombre de cartes pour mettre fin à la partie. On tentera aussi, il y a des objectifs totalement communs et là si on réalise le spectacle qui est demandé, distribué au hasard parmi les 4 tuiles qui sont en recto verso, on les balance et on regarde ce qui tombe. Si on arrive à constituer donc le spectacle, le festival qui est demandé, là on récupérera la tuile publique adéquate. Là où c'est original, c'est que on va pouvoir superposer évidemment ces tuiles là en faisant des petits étages pour essayer de constituer donc les tableaux qui sont proposés en termes de type et de couleurs comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi à la fin de la partie on va scorer d'autant plus
que notre couleur de prédilection et notre type de feu d'artifice de prédilection sera un peu plus haut. Un peu comme on pouvait le retrouver dans Acropolis. Vous mélangez tout ça, celui qui a le plus de points de victoire à la fin, il a gagné et c'est terminé. C'est vrai qu'au début, festival, on le voit, vous voyez le style, c'est pas quelque chose qui va marquer, c'est pas quelque chose de très fouillé. Et pourtant, ça marche très très bien et quand on y jette un œil un peu plus averti, un peu plus joueur, on s'aperçoit que finalement, rester dans quelque chose de très sobre, un fond noir, quelques couleurs et des trucs qui pètent d'un petit peu partout, avec un style peut-être un peu enfantin, mais finalement ça marche beaucoup parce qu'en fait c'est extrêmement visible. Le fait de pouvoir interagir aussi avec les joueurs de part et d'autre, ça mène un côté peps que j'aime particulièrement. Et ça en fait, ça montre aussi que ça peut se jouer à 2 très bien, mais à 3 ou 4 ça marchera tout aussi bien, un peu comme Seven Wonders Architect dont on avait parlé. Donc oui, ça s'inspire de plusieurs jeux, je parlais de Splendor, je parlais de Seven Wonders, je parlais de Acropolis, tout ça au service d'un jeu avec un prix minime. Il est annoncé à une vingtaine d'euros en boutique, vous pourrez le trouver un petit peu moins cher si vous voulez aussi sur le lien d'affiliation par exemple que je vous ai proposé ou en ligne. Et c'est là aussi la grande force de Scorpion Masqué qu'on connaît pour son travail éditorial. Parce que je pense que ça a été calculé, on le sait, ça a été travaillé pour que ça puisse être proposé à un prix avantageux avec un matériel extrêmement robuste. Les cartons, les tuiles carton, tout est vraiment très très robuste. Ça résistera aux parties que vous ferez. Et en proposant une expérience assez riche, avec des inspirations d'excellents jeux et quelque chose que vous pourrez proposer à tout le monde. C'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu qui objectivement je lui mettrai un joli 7 et subjectivement est-ce que j'ai envie d'y rejouer, là aussi je mettrai un 7 parce que c'est un jeu que je peux proposer absolument à tout le monde, à des enfants, des grands-parents, en famille, au café, en soirée, en asso, ça passe à chaque fois très très bien et les parties, ça dure pas si longtemps que ça, on prend du plaisir, on se dit sur le papier ça mène pas grand chose et finalement le plaisir de jeu est là et le plaisir aussi à manipuler il est là. Donc festival, voilà, je peux évidemment, vous l'avez compris, que vous le conseiller. On va partir pour un jeu uniquement pour 2 joueurs, vous l'avez vu, peut-être que la couve, elle vous fait envie, c'est Mystria. C'est un jeu exclusivement duel, 10 ans et plus, 15 minutes les parties, un jeu édité par Ludistri, et c'est un jeu de Florian Siriex et Benoît Turpin, et illustré par Jérémy Fleury. C'est un jeu totalement abstrait, attention, dans un thème de sorcellerie, de sorcière même, on incarne chacun une sorcière, et on va tenter de faire les sorts évidemment les plus fructueux. C'est dans le mode abstrait, je vous avoue que c'est pas quelque chose, moi, habituellement, que j'aime bien. J'ai du mal à m'y projeter, j'ai du mal à y revenir, et surtout, j'ai du mal à y faire venir d'autres joueurs. Et pourtant, celui-ci, je l'ai trouvé vachement cool, et ça me donne envie d'y jouer, et de le tester. Pas de le poncer, parce que c'est un peu trop brain pour moi, ça manque évidemment de fun en général, ce genre de choses, et pourtant, on va retrouver quelque chose de très atypique. Donc c'est un jeu dans lequel on va essayer tout simplement de constituer des triangles avec les mêmes couleurs, les mêmes sorts, car le but du jeu, à chacun des tours, on devra forcément récupérer comme dans Festival, on va devoir récupérer la tuile, ici c'est le jeton, dans la pile supérieure d'un triangle de couleurs qu'on aura forcément formé, ou peut-être qui aura été formé au préalable par l'adversaire. Si je ne peux pas le faire, la partie est totalement terminée. Et pour cela, je vais peut-être essayer de dépenser le moins d'actions possible grâce à des petits joyaux, j'ai plus le terme en tête là. Et ces actions-là, ça sera de déplacer une pile le long d'un corridor, peut-être de retourner totalement aussi la pile pour amener donc les couleurs qui seraient les plus avantageuses. Comment choisir les couleurs? Chaque couleur sera positionnée avec un ordre de gain de points de victoire en fin de partie selon des majorités dans certaines couleurs qui seront distribuées par le deuxième joueur dans l'ordre du tour. Donc il y aura des couleurs évidemment sur lesquelles on va plutôt se précipiter. D'autant plus qu'avec une variante un petit peu avancée, vous aurez aussi des objectifs pour compléter votre plateau personnel. Ce plateau personnel, on va pouvoir y apposer petit à petit nos jetons qu'on aura récupérés de couleurs pour former la zone la plus florissante possible, car c'est comme ça qu'on va faire des majorités. Et en plus de ça, il y a des petits points bonus, bref, c'est pas ça le cœur du jeu. Mais ces actions-là qu'on aura dépensées pour moduler le jeu, pour déplacer les colonnes ou peut-être pour les retourner, on pourra le faire un certain nombre de fois parce que j'aime ces petits jetons-là, énergie. Pour chaque action qu'on aura dépensée, on va le donner à l'adversaire.
Si à mon tour de jeu, je n'ai plus de jetons, je perds la partie. Si à mon tour de jeu, je ne peux pas réaliser d'action pour former un triangle de couleurs, j'ai perdu la partie. Et sinon, eh bien, on va jusqu'au bout. Une fois qu'on aura complété l'intégralité chacun de notre plateau, donc on aura récupéré le même nombre de jetons, eh bien, on va regarder dans les majorités de zones celui qui aura marqué le plus de points de victoire. Franchement, ça marche très très bien. C'est vraiment brainy et on va avoir un œil, certes, sur la superficie de l'intégralité des colonnes, mais aussi sur les couleurs qui vont arriver au fur et à mesure que peut-être nous, en tant que joueurs actifs, on va le délester chacune des colonnes et donc laisser potentiellement l'adversaire user de coups et peut-être tout faire pour qu'il dépense un certain nombre de jetons énergie pour nous le refiler à son tour et ainsi le pénaliser. C'est là tout le cœur du jeu. Anticiper, programmer, c'est vraiment le cœur du jeu des jeux abstraits. Et celui-ci, avec une thématique qui est plutôt réussie et une esthétique qui, ça parle, enfin, franchement, c'est magnifique. Hein. Ça devrait faire parler, en tout cas, je le souhaite. Ça sort bientôt. C'est pas encore sorti en boutique, ça sort à la fin du mois d'octobre, au moment où je vous parle. Donc, je remercie là aussi l'éditeur de m'avoir proposé un exemplaire presse pour que je puisse vous en parler, même si, comme toujours, c'est pas sponsorisé sur la chaîne. Sinon, je vous le dirai. Mais voilà, c'est un jeu qui, si vous aimez le genre abstrait ou si vous ne le connaissez pas, eh bien je pense que c'est une excellente porte d'entrée. Et si vous aimez ça, je pense que vous allez y retourner évidemment. Donc objectivement, moi, je peux que dire que c'est bien, hein, vraiment. Hein. Pour le genre, je vais mettre entre 7 et 8, je vais mettre un 7,5. Après sur moi, hein, comme je vous ai dit, mon plaisir subjectif, envie d'y retourner, moi c'est plutôt un 6 parce que c'est pas le genre de jeu que j'affectionne beaucoup. Mais moi, honnêtement, là, si on me le propose et on me dit on fait une petite partie, ça dure pas longtemps, je suis sûr que quasiment je vais perdre, mais j'y retournerai quand même avec plaisir. C'est meilleur que mon envie d'y revenir parce que c'est pas mon style de jeu tout simplement. Et vous me direz dans les commentaires si vous appréciez, peut-être ce genre de jeu aussi, ça m'intéresse. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus poétique. C'est Inori, un jeu de Théo Rivière si je me souviens bien, oui, et de Mathieu Aubert, illustré par qui ? Et je sais plus. C'est illustré, je crois, par quelqu'un en plus qui c'est que son premier ou son deuxième jeu. Oh, c'est pas marqué dessus. Je suis pas content. Je suis pas content. Suzanne de Montron, voilà. C'est marqué vraiment en tout petit derrière. C'est pas cool quand même parce que le jeu est magnifiquement illustré. Et en plus, les cartes, il y a certaines cartes qui font des... Ça fait pas une rivière, comme on dit, ça fait une banderole là. Waouh, c'est juste magnifique. Inori, c'est un jeu édité chez Space Cowboys qui est à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, 40 minutes les parties. Il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur et c'est pour ça que déjà, hop, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Il y a une petite mise en place qui est proposée et qui donne ceci. Donc ça, c'est plutôt joli. L'intégralité des cartes, et bien, quand vous allez jouer, vous allez pouvoir jouer directement. On se retrouve un peu dans Harmonise, où on avait des petits trucs comme ça. Bon, là, j'ai laissé les pochons en carton, parce qu'il y a 0 plastique aussi dans le jeu, mais tous les jetons, vous allez pouvoir les retrouver très facilement pour une mise en place express. Et ça, c'est plutôt cool au niveau de l'édition. Surtout que je me suis renseigné un petit peu, je regardais quelques vidéos aussi. Et bien le jeu, quand même, il a eu quelques péripéties de ne pas être édité chez Space Cowboys, pardon, parce que Space Co c'est la version enfant, hein, la boîte enfant des jeux. Il devait aller chez quelqu'un d'autre plusieurs années pour peaufiner le jeu et on sent vraiment ce travail posé, lent, je sais pas, mais en tout cas réfléchi pour nous proposer un jeu extrêmement complet, extrêmement compétitif et vachement épuré dans le gameplay. C'est pur, c'est bon, ça va direct là où il faut aller. Il n'y a pas de chichi et pourtant le plaisir de jeu il est vraiment là et l'interaction elle est de tous les instants et chacune des parties va pas se ressembler du tout. Inori, c'est un jeu de placement d'ouvriers, donc il se joue de 2, 3, 4, évidemment. Plus vous serez nombreux et mieux ce sera, je trouve, en termes de compétition. Mais c'est un jeu qui va donc nous demander de nous positionner pour valider ou pas des esprits de la nature. Le principe du jeu, c'est que si on arrive à compléter l'intégralité des cases que propose une carte, à la fin de la partie, on va scorer pour cet esprit de la nature-là. Par exemple, si la carte soleil est complétée, on va scorer soleil. Et pour la manche d'après, on va prendre une nouvelle carte jaune, comme on a vu ici, et la poser dessus. Par contre, si la carte n'est pas complétée, c'est-à-dire que les joueurs ne se sont pas mis avec abondance ou qu'il reste ne serait-ce qu'une seule case de disponible, donc c'est là que l'interaction va être vachement intéressante, eh bien, potentiellement, on ne va pas scorer sur ça, mais sur son esprit contraire.
Donc on passe sur les ombres, la lumière, sur le feu, l'eau, et on passe sur la pierre et la forêt. Voilà, c'est les 6 esprits qui sont représentés. Et plus le jeu va avancer, ça se joue en 4 manches, et bien on va apposer de nouvelles cartes pour qu'il y ait toujours plus de possibilités d'action. Pour récupérer des jetons des esprits, car c'est avec ces jetons-là qui vont faire office d'une part de monnaie pour le jeu, car certaines actions vont nous demander de dépenser un certain type de jetons, que ce soit pour sa couleur ou dans la colonne où on en aurait le plus, parce qu'il y a un système de majorité, vous allez voir, qui intervient aussi en fin de partie, qui est extrêmement brutal et quasi crucial. Mais aussi va servir donc pour nous faire scorer des fois sur des cases en particulier, nous faire scorer bien sûr à la fin de chacune des manches pour la validation ou non d'une de ces cartes, mais aussi en fonction des majorités qui seront apposées. Il y a un arbre tout à la gauche du plateau qui d'ailleurs est juste magnifique, on va revenir sur les illustrations mais c'est vraiment excellent. Et bien cet arbre-là, il y a un certain nombre d'actions bonus qui vont être possibles et le premier joueur qui va s'y apposer va donner aussi l'indication pour l'intégralité de la partie. Ça ne sera pas modulé, ça sera définitif pour toute la partie. Quel jeton il va falloir, de quelle couleur il va falloir se délester pour pouvoir activer cette action-là, mais aussi peut-être les jetons qu'on va récupérer dans telle ou telle couleur, mais surtout, quelles seront les majorités à avoir pour scorer le plus possible. Le premier, mais aussi le deuxième joueur. Et ça fait toute la différence. Donc il y a une interaction sur le placement, une interaction indirecte sur qui va scorer ou pas, des mini-alliances aussi qui vont se faire, notamment à 4 joueurs, sur je te valide cette carte, tu me rendras service au tour d'après, ouais, que dalle. Et aussi donc sur les majorités. C'est épuré, c'est simple, et l'explication du jeu en 2 minutes, 3 minutes, c'est fait en général avec des gens qui aiment jouer. Et pourtant, c'est quand même assez riche comme expérience, surtout avec le renouvellement des cartes, qu'elles soient du même esprit ou donc de l'esprit inversé. Et encore, voilà, il y a des systèmes de découverte, des interactions. Ah ouais, d'accord, là, il y a des fois, il y a des couleurs qui ne vont pas du tout être jouées et pourtant, c'est celle qui va scorer un maximum. Donc, on va chercher par tous les moyens à essayer, par des moyens détournés, d'avoir ces jetons de couleur-là, sachant qu'en plus, ces jetons-là, quand il n'y en a plus dans la réserve, eh bien, personne ne peut les récupérer. Il n'y en a plus, c'est pas, on ne va pas piocher pour faire objet. Non, 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 il y en a plus, il n'y en a plus. Donc c'est un jeu qui est poétique, c'est un jeu qui est posé, mais avec une interaction et une fourberie qui est très intéressante. Honnêtement, je pense que de tous les jeux que j'ai testés cette année, celui-là m'a fait une grande sensation et pourtant sur le papier dans les festoches que j'avais pu voir notamment à Toulouse au mois de mai, excellent festival d'ailleurs, que ce soit à Cannes où je l'avais un petit peu vu, on me l'avait pitché et à Vichy aussi, je trouvais que c'était un peu plat. À jouer, c'est très très bon. À 2, vachement rapide, honnêtement en 20 minutes c'est bouclé. À 4, ouais, on frôle les 40 minutes et c'est un jeu, 40 minutes on passe un très bon moment et si on m'en repropose une deuxième directe, moi honnêtement je dis pas non. Donc c'est pour toutes ces raisons que moi objectivement je lui mets un joli 8 à Inori et mon envie d'y retourner et subjectivement qu'est-ce que j'en pense, moi je l'aime beaucoup et j'ai encore plus envie d'y rejouer que objectivement ce que j'en pense, donc je mettrai un 9 parce que c'est vraiment un jeu... c'est tout ce que j'aime. Au niveau de l'illustration, ça me raconte quelque chose. Au niveau de la réflexion, ça me raconte quelque chose. Donc j'ai envie moi aussi de vous raconter quelque chose. Et j'espère que voilà, mon enthousiasme pour ce jeu vous aura peut-être donné envie de le découvrir. Et si ça a déjà été fait, ou si c'est grâce à cette vidéo que vous découvrez le jeu, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait toujours plaisir. Et le dernier jeu de cette sélection, c'est le gros jeu de la sélection. Je ne sais pas si je vais le mettre à la verticale parce qu'il fait quand même pas mal de bruit. Je ne sais pas si vous entendez là avec le micro. C'est Nunatak. C'est quoi le sous-titre? Le Temple de Glace. Un jeu, je ne sais même pas qui c'est, de Kane Klenko. Je ne connaissais pas. Un jeu de 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 45 minutes les parties, édité chez Yellow. C'est un jeu qui... dites-moi honnêtement, si vous en avez entendu, ne serait-ce entendu parler par quelqu'un, un influenceur que vous suivez, des médias, Instagram, YouTube, le passe-temps peut-être, qui l'avait proposé dans sa vidéo hebdomadaire avec les sorties de la semaine. Sur le papier, moi ça me donnait envie et pourtant j'en entends pas parler et quel dommage. Nunatak. C'est un jeu qui me fait penser, comme je vous disais dans l'introduction, à Nidavellir, mon très cher Nidavellir. Pourquoi? Car c'est un jeu où là il n'y a pas le système d'enchères propre à Nidavellir, mais en fait je vais récupérer à mon tour de jeu une carte et cette carte va faire partie d'une collection parmi les 6 factions qui sont présentes et chacune des factions va me faire scorer d'une manière différente
comme un Nidavellir. Il y en a qui vont me faire scorer en multipliant le nombre de cartes par le nombre de symboles. D'autres qui vont me faire marquer un certain nombre de points selon la collection que j'aurai, comme les cartes vertes dans Nidavellir. D'autres avec un système d'ingénierie que je vais multiplier selon une petite échelle, si j'arrive à y monter par le nombre de cartes que j'ai dans ce domaine-là, les jaunes, etc. Voilà, il y a les 6, très simple, un système de majorité aussi avec les violettes, qui, celui qui en a le plus, marquera un certain nombre de points. Ça, c'est extrêmement simple. Et ça, c'est juste la première phase du gameplay. Donc je vais prendre des cartes pour mes collections potentielles, en surveillant évidemment ce que font les autres, notamment pour les cartes avec des majorités. Mais le cœur du jeu, vous avez entendu, c'est tout ce plastique. Et ça fait pas très 2024. Hein. Je vous parlais d'Inori qui ne mettait aucun plastique dans ses jeux. Ici, on a énormément de plastique avec des cubes qui représentent donc des glaçons, des cubes de glace qu'on va devoir apposer dans notre jeu. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça fait pas trop parler dans le système écologique du jeu de société qu'on essaie de mettre depuis quelques années. Car une fois que j'ai pris ma carte, eh bien je vais devoir poser un de ces cubes de glace à ma couleur sur le plateau, sur une tuile avec le même symbole que la carte que je viens juste de prendre. Et là, toute l'interaction va arriver. Car si je complète une ligne ou une colonne de cubes, hop, c'est là que je vais faire monter mon marqueur d'ingénierie. Pour scorer avec les jaunes, vous vous rappelez. Si je constitue et je ferme un carré, il y a un système de points de victoire immédiatement qui va apparaître. En fonction, si c'est moi qui ai fermé le carré, j'aurai toujours l'initiative pour les égalités. Je vais scorer en fonction, mais pour les égalités, j'aurai l'avantage, on va dire. Mais celui qui a le plus de cubes dans ce carré marquera des points, 5 pour être exact, et l'autre ou les deux autres, voilà, en fonction, va marquer un petit peu moins de points de victoire, en général 2, voire 1 ou 1, peu importe. Et ensuite, comme on a constitué un carré de cubes de glace, eh bien on va poser une nouvelle tuile par-dessus pour mettre un peu plus de volume. Ça, c'est très intéressant. Mais là encore, car maintenant on a mis un peu plus de volume dans le jeu, et si par le cours du jeu, il y a le symbole, une carte, je prends la carte avec le symbole et que j'appose mon cube de glace sur cette plateforme en volume, je vais regarder s'il y avait aussi des cubes de ma couleur qui supportent donc cette plateforme-là, et je vais marquer des points bonus. Un point bonus pour être exact pour chaque cube. Donc là aussi, il y a de l'interaction. On ne va peut-être pas laisser les avantages forcément aux adversaires et peut-être par défaut choisir ces choses-là. Bien sûr, pour nous aussi, on va essayer de scorer. Mais c'est pas tout. Parce que bien sûr, ça prendra du volume, on fera une pyramide de glace et à la fin, celui qui aura l'honneur de mettre le toit de cette pyramide-là, c'est celui qui aura pris le plus de risques en tout cas, et qui aura mis le plus de cubes de glace sur tous les contours de chacun des étages de cette pyramide de glace. Voilà, de l'interaction partout, de la réflexion de placement, de la collection de cartes. Franchement, les règles de jeu, ça tient en 4 pages. Et pourtant, je trouve le jeu extrêmement riche. Moi, je le trouve très joueur. On est sur un jeu initié parce qu'il y a quand même pas mal de choses à maîtriser, comme vous l'avez vu. Et pourtant, ça se joue très bien. Est-ce que le jeu est équilibré? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait assez de parties pour vous dire si le jeu est équilibré. Et d'ailleurs, le gros point faible du jeu, c'est sa configuration en fonction du nombre de joueurs. La configuration que je vous recommande, c'est 3 joueurs. Vous jouerez l'intégralité des cubes de votre couleur. À 4 joueurs, il faudra enlever un certain nombre de cubes pour toujours constituer la pyramide, peu importe le nombre de joueurs. À 2 joueurs, là c'est un peu plus fadasse. On va prendre aussi des cubes d'un joueur fantôme qu'on devra poser, j'y reviens pas dessus. C'est pas du tout le genre de jeu auquel je jouerai à 2. Pour moi, ça met un peu plus de lenteur et beaucoup moins de fun, ça peste carrément moins. À 3, 4, ça marche très bien, tout le monde était ravi, même si avec un certain type de cartes, ça nous permet de récupérer des sortes de points de victoire, d'objectifs personnels. Et c'est vrai que ces cartes-là, avec l'aléatoire d'une rivière de 4 cartes, moi, mon tour de jeu, j'ai jamais eu la possibilité d'avoir ces cartes-là. Et mon adversaire de gauche a pu en avoir 3, 4 fois. Ça le fait scorer pour sa collection. Et en plus de ça, il avait des cartes d'objectifs personnels qu'il a réussi à réaliser évidemment. Et donc, qui lui a fait faire du scoring supplémentaire. Donc, c'est vrai que sur cet équilibre-là, ça peut être un peu décevant pour les joueurs qui veulent un contrôle absolu. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. D'ailleurs, si vous devez y jouer, précisez bien aux joueurs que les cartes qui nous permettent donc de récupérer ces pouvoirs-là, j'ai plus le nom de la carte, comment elle s'appelle? Les ancêtres. Voilà, les ancêtres sont des cartes rouges avec des flammes. Je pense que vous le verrez dans ce que je vous montre là, avec voilà tout un panel de cartes, vous voyez, avec pas mal de choses. Hein. Ces cartes-là, il n'y en aura que quelques-unes qui apparaîtront au cours de vos parties. Donc
Ça amène évidemment du renouveau. L'interaction, elle sera là avec des joueurs qui aiment jouer, qui aiment embêter, des fois qui vont même jouer juste pour embêter et grappiller quelques petits points, ça peut marcher. Et d'autres qui vont pester parce qu'ils veulent jouer un petit peu solo dans leur coin et on va leur prendre tous les emplacements, on va établir une stratégie qui va capoter parce que les gars vont se mettre par-dessus ce qu'on avait essayé de planifier. C'est pour ça qu'en une attaque, je le trouve très bien. Et encore plus avec ce système-là de scoring, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, qui me fait penser à mon cher Nidavellir. Donc c'est pour ces raisons que Nune Attaque, moi je l'aime beaucoup beaucoup. Objectivement, moi je lui mets, je sais pas, je vais mettre un 6,5 parce que par rapport à ces, j'aurais mis un joli 7, hein, mais je vais lui mettre un 6,5 parce que proposer un jeu avec, voilà, avec des différences quand même assez notables qui dénaturent un peu l'expérience de jeu, notamment à 2 joueurs, je vous le recommande absolument pas. À 3 joueurs, très très bien, hein, voilà, c'est ce qu'on a fait encore hier. Mais sinon, est-ce que objectivement je mets un 6,5, subjectivement je mets un 7 parce que moi c'est le genre d'expérience que j'aime bien, avec toute la verticalité aussi du jeu. Et je vous le dis, on y a joué en assaut, les gens font ouais, bof, ça donne pas trop envie, ils ont tendu le cliquetis un petit peu du plastique, donc tout le monde s'est retourné, on était une vingtaine, et puis à la fin ils sont tous venus prendre des photos par rapport voilà, à la pyramide qu'on était en train de constituer parce que ça pestait sur les scorings, etc., avec toute l'interaction qu'on a vu qu'il y avait pendant la partie. Donc ouais, 45 minutes, moi j'aimerais bien rejouer à ça, donc c'est un 7 que je lui mettrai. Et j'espère honnêtement que peut-être ça vous aura donné envie de le découvrir parce que je pense que quand même le jeu le mérite. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ravi de vous avoir proposé cette sélection de jeux qui sont plutôt bons, hein, finalement vous avez vu ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous en avez pensé. Quel est l'intérêt aussi peut-être pour l'un ou l'autre des jeux, peut-être que vous les avez testés aussi. On s'abonne si ça n'a pas déjà été fait, on active la petite cloche. Évidemment, vous me lâchez votre meilleur pouce. Et moi, je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour voir ce que je vous ai proposé spécifiquement et expressément pour vous ces dernières semaines. Et je vous dis à la semaine prochaine, à très vite les amis, pour de nouvelles aventures ludiques. Vive notre passion du jeu de société. À très bientôt. Ciao!